actuellement, donc on va passer au symposium nouveau, la place des insulines rapides dans la prise en charge du diabétique. Il n'y a pas de questions à la fin du symposium. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Chers maîtres, honorable assistance, permettez-moi donc avant de faire la présentation de remercier Monsieur Azoug pour l'excellence du programme de sa première journée. On lui souhaite un très bon courage pour cette journée. Je remercie aussi le laboratoire Novo Nordisk, en particulier Wassila et Mehdi, pour le plaisir et l'honneur qu'ils me font en m'invitant à parler de leur insuline analogue rapide, Aspart ou Nouveau Rapide, 15 ans après sa mise sur le marché algérien. Alors, l'agenda se déroulera comme suit. Donc, les objectifs thérapeutiques dans la prise en charge du diabète sucré. Rapidement, l'intérêt de la prise en charge de la glycémie postprandiale dans le diabète sucré, les actions de la Nouveau Rapide sur la glycémie postprandiale à travers 3 principales études. Et puis, on terminera sur une petite conclusion. Donc, en guise d'introduction, il est bon de rappeler la problématique du diabète sucré, une pathologie qui est grave, qui est une pathologie chronique, qui est grave, vous le savez, je ne vous apprends rien, en vous disant qu'en termes de santé publique, elle est source de morbidité lorsque le patient est surexposé à une hyperglycémie intense et durable, du fait des complications dégénératives et de la maladie cardiovasculaire qui le guette dans le diabète de type 2 essentiellement. Vous avez eu 2 superbes communications qui vous ont parlé justement de ce risque cardiovasculaire très important. En effet, le diabète sucré est la première cause de cécité, la première cause d'insuffisance rénale terminale. Il est la première cause d'amputation distale, des membres inférieurs. Il augmente dans le diabète de type 2 le risque d'accident vasculaire cérébral par 2 à 4. Et 80% des patients diabétiques de type 2 meurent malheureusement de mortalité cardiovasculaire. Ceci est très important pour planter le décor et dire combien il est important de bien connaître la prise en charge du diabète sucré et de bien gérer justement les différents intervenants dans sa prise en charge thérapeutique. Alors parlons maintenant de la physiopathologie. La dysrégulation glycémique, on l'a toujours su, était en rapport essentiellement avec une hyperglycémie ambiante chronique constituée par la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale. Mais ces dernières années, on parle de 2 autres intervenants qui font toute la gravité de la pathologie et qui sont représentés par la variabilité glycémique, c'est-à-dire l'excursion glycémique, les excursions glycémiques qui interviennent au cours du nictémère et qui ne sont pas authentifiées, visualisées à travers la réalisation de l'hémoglobine glyquée, et puis les hypoglycémiques qui sont tout aussi néfastes, voire plus dangereuses que les hyperglycémies, puisqu'elles sont source d'hypoglycémie. Les 3 déterminants de cette dysrégulation glycémique sont à l'origine via le stress oxydatif, via la glycation non enzymatique des protéines, des lipides au niveau de l'organisme tissulaire, c'est-à-dire la constitution, l'excès de glycation de ces paramètres au niveau tissulaire vont engendrer des complications dégénératives, engendrer les complications cardiovasculaires qui sont source de morbimortalité élevée. L'impact de l'équilibre glycémique sur les complications cardiovasculaires sont connus depuis près de 3 décennies, bien plus. On sait que dans le diabète de type 1, grâce à l'étude des CCT, et surtout l'étude qui a suivi le suivi post à la fin de l'étude des CCT, l'étude EDIC, ont bien montré l'impact du bon équilibre glycémique sur les complications dégénératives. L'hyperglycémie, lorsqu'elle est bien contrôlée, lorsqu'il y a une intensification du traitement avec le traitement par l'insulinothérapie, permet de réduire
La progression des complications donc dégénératives permet donc de retarder leur survenue, voire éviter donc ces complications dégénératives. Elle a aussi montré, cette étude, qu'il y avait le concept de mémoire glycémique, donc mémoire de cette période où il y a eu une réduction efficace de la glycémie qui permettra par la suite, même s'il y a une détérioration de l'équilibre des années après, donc le maintien de ce bénéfice en termes de complications dégénératives. L'étude UKPDS, même donc après la fin de l'étude, quand les mêmes patients donc, de l'étude ont été suivis, a démontré aussi clairement l'impact du bon équilibre sur donc, les complications dégénératives, la microangiopathie et la mortalité cardiovasculaire. Et le professeur Boirous vous avait dit qu'au-delà de l'étude UKPDS, 20 ans après précisément, on voit justement l'intérêt de bien contrôler la glycémie à condition de contrôler aussi les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont souvent associés au diabète de type 2 et qui permettent de diminuer la morbimortalité. Donc les deux permettent le bon contrôle donc, et évitent justement la mortalité cardiovasculaire. Alors qu'en est-il donc de la glycémie postprandiale? Donc l'hyperglycémie chronique ambiante est en fait la somme de la glycémie à jeun et de la glycémie postprandiale. Tous deux prédisent l'hémoglobine glyquée. Autrement dit, il faut qu'il y ait un équilibre des deux paramètres pour normaliser cette hémoglobine glyquée. Mais il n'y a pas que ça, donc il y a les autres déterminants, on les verra un peu plus tard. La contribution des glycémies à jeun et postprandiales donc, varie selon le niveau de l'hémoglobine glyquée et M. Monnier, dans son étude Princeps, a bien démontré que la contribution relative de l'hyperglycémie postprandiale intervient de façon d'autant plus importante que cette hémoglobine glyquée est revue donc à la baisse et normale. Ainsi, la contribution de l'hyperglycémie postprandiale intervient de façon majoritaire, 80%, lorsque l'hémoglobine glyquée est inférieure à 7,3%, alors qu'elle tend à diminuer, donc l'intervention de l'hyperglycémie postprandiale dans l'hémoglobine glyquée, lorsque cette l'hémoglobine glyquée s'élève au-dessus de 10%. C'est dire l'importance de connaître ces notions pour contrôler justement et intervenir dans la prise en charge du diabète sucré. Alors, ce qu'on sait aussi en physiologie, c'est que l'être humain passe 50% de son nictémère, 50% de sa vie en situation postprandiale, en période postprandiale. Mais si, chez le sujet normal, l'hyperglycémie postprandiale est bref, comme vous le voyez sur donc, le tracé en bleu, est plutôt bref et rapide. Donc il y a une normalisation donc, très rapide, assez rapide après la prise prandiale, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner. L'anomalie chez le patient diabétique, je parlerai donc du diabétique de type 2, car dans le diabète de type 1, il y a une insulinocarence totale. Dans le diabète de type 2, il y a un défaut d'insulinosécrétion précoce, et donc il n'y a pas de contrôle de cette excursion glycémique postprandiale, qui est donc une excursion qui est très pathologique, parce qu'elle est ample, et elle est durable dans le temps. C'est-à-dire que le patient diabétique, finalement, passera 2 fois plus de temps en période postprandiale que le sujet normal. Et en fonction de la teneur en hydrate de carbone, en fonction de l'alimentation de ce patient diabétique, certains d'entre eux passeront pratiquement toute la journée en période postprandiale. Donc, c'est dire donc, l'importance de connaître ces entités. La période postprandiale est très importante. Elle est importante parce que donc une grande partie du nictémère donc le sujet diabétique passera une grande partie de son temps en période postprandiale, mais en fait, sur le plan physiologique, il y a 2 phénomènes qui surviennent métaboliques, une hyperglycémie et aussi une hyperlipidémie, c'est-à-dire une hypertriglycéridémie postprandiale, toutes deux délétères. Et si elles durent de façon donc prolongée, elles vont entraîner des conséquences néfastes pour l'organisme. Quels sont ces donc, retombées, ces effets donc, secondaires? C'est qu'elles vont favoriser, activer le stress oxydatif. Qui dit stress oxydatif dira donc génération de radicaux libres, dira donc génération de produits qui vont inhiber la dilatation vasculaire,
donc via donc, une inhibition des fameux NO, donc oxyde nitré, et donc vont entraîner un dysfonctionnement endothélial avec donc, un retentissement sur le plan vasculaire. D'autre part, vous allez avoir, du fait de l'hyperglycémie, vous allez avoir un défaut, une glycation, comme je disais, donc des modifications des modifications non enzymatiques, donc une glycation des protéines, génération donc, de produits, donc de dérivés de glycation donc, terminaux qui vont entraîner donc une sclérose artérielle, vasoconstriction, dysfonction endothéliale. Si vous ajoutez en plus l'insulinorésistance, l'hyperinsulinisme et donc un état pro-inflammatoire, pro-thrombotique, vous allez avoir tous les ingrédients qui vont favoriser l'athérosclérose et donc la maladie cardiovasculaire chez le patient donc, diabétique. En effet, donc, il est important de connaître cela, de gérer les trois intervenants, non seulement la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale, mais aussi l'hémoglobine glyquée, pour pouvoir donc, réduire ce volume donc, représenté donc, du risque de complications donc, du diabète, donc, représenté par Monnier, et en réduisant donc, le tout, donc les trois coordonnées donc, de ce volume-là, vous allez avoir donc, une réduction du risque de complications. Donc, la relation entre glycémie postprandiale et maladie cardiovasculaire donc, a été évoquée donc, à travers la littérature. Beaucoup d'études épidémiologiques ont bien démontré donc, cette relation, notamment l'étude des Côtes qui a démontré qu'il y avait une relation entre la glycémie postprandiale et les événements cardiovasculaires, bien plus que l'hémoglobine glyquée, que la glycémie à jeun, ou d'autres méta-analyses comme celle de Helsinki, qui a regroupé donc 1 millier de patients qui étaient sous traitement, qui agissaient sur la glycémie postprandiale et qui avait montré, donc, à travers donc, cette méta-analyse très intéressante, l'impact de la glycémie postprandiale sur les événements cardiovasculaires. Le contrôle de la glycémie postprandiale est donc un prérequis. Elle concourt à l'optimisation de la prise en charge du diabète. Mais qu'en est-il de l'intensification du schéma par l'insuline prandiale, de la gestion de la glycémie postprandiale à partir donc, des recommandations? Actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? En fait, donc, si dans le diabète de type 1, rien ne change, donc les dernières recommandations, notamment donc, la recommandation de l'ADA 2022, recommandation donc, américaine, donc, mettent donc, en exergue de façon très importante l'implication des analogues rapides dans le diabète de type 1. Ça ne se discute pas, il lui faut plusieurs injections, même d'insuline rapide. Donc les analogues ont la priorité, à côté d'autres des innovations telles que les analogues ultra rapides qu'on n'a pas encore malheureusement, ou encore l'insuline inhalée, ils le disent, mais actuellement c'est les analogues de l'insuline rapide qui ont donc la priorité. Pourquoi? Parce qu'ils réduisent l'hypoglycémie, permettent une flexibilité et du fait donc, du profil d'activité sont plus plats, plus constants et donc n'entraînent pas de variabilité. Dans le diabète de type 2, lorsque le patient est toujours donc en déséquilibre, il n'est pas aux objectifs glycémiques malgré l'introduction d'une insuline basale, si on n'a pas donc évoqué, on n'a pas pu donc introduire les analogues du GLP-1, en association, donc en composition, en combinaison fixe, il faut rapidement donc lutter contre l'inertie thérapeutique parce que ce patient n'est pas aux objectifs glycémiques, donc donner soit une seule injection d'analogue rapide ou plusieurs en fonction donc, de la cible glycémique, en fonction donc, des objectifs fixés. Alors, l'insuline prandiale, donc cette insuline analogue de l'insuline rapide, doit lutter contre ce qu'on appelle le triumvirat du glucose, représenté par l'hyperglycémie ambiante, la variabilité glycémique et le risque d'hypoglycémie. Alors, l'hémoglobine va nous permettre de voir si nous avons contrôlé cette glycémie à jeun et postprandiale, mais il n'y a pas que. L'hémoglobine ne nous renseigne pas sur tout. Au départ, dans la physiopathologie, je vous ai dit qu'il y avait 3 éléments à prendre en considération, notamment la variabilité glycémique, puisque le sujet, pour une même hémoglobine glyquée, pour une hémoglobine glyquée qui nous paraît normale, il va vivre des situations de fluctuation glycémique intrajournalière ou interjournalière,
journalière pour la même période de temps, et donc ça peut entraîner donc un retentissement sur le plan donc de la morbidité. Vous voyez, donc pour une même hémoglobine, nous avons donc un temps passé dans la cible glycémique donc, qui est différente. La variabilité glycémique doit être absolument considérée et doit faire donc partie maintenant de la prise en charge thérapeutique. Parce qu'elle peut être interjournalière ou intrajournalière, je vous l'ai dit. Concerne les glycémies à jeun et postprandiales, elle s'évalue par CGM, mais ce n'est pas tous les patients qui peuvent acheter donc, ce type d'appareil. Il faut faire donc des flash monitoring glucose ou bien des profils à 7 points glycémiques au moins sur 3 jours. Donc il y a des méthodes et on doit les apprendre et les faire rentrer dans notre pratique quotidienne pour mieux justement voir si le patient donc, est réellement équilibré ou pas. Il faut déterminer justement le temps passé dans la cible thérapeutique. Ça, c'est une notion qu'on doit absolument donc gérer et connaître. Et il faut savoir si ce patient, même s'il a une hémoglobine glyquée normale, s'il y a des hyperglycémies et surtout les hypoglycémies, en sachant que les glycémies à jeun ont été toutefois donc nettement améliorées par les analogues lents et que les glycémies donc postprandiales ont été améliorées grâce aux analogues rapides comparativement donc aux insulines classiques qu'on avait auparavant. Il est important donc de faire augmenter donc l'intervalle de cible chez notre patient, car toute augmentation donc, du temps passé dans la cible thérapeutique diminue le taux d'hémoglobine glyquée. Elle permet aussi de réduire la variabilité glycémique, puisque des études ont montré que lorsqu'il y avait une augmentation de la variabilité, regardez, donc, lorsque la variabilité est supérieure à 36%, il y a un plus grand risque d'hypoglycémie, surtout lorsque la variabilité glycémique est nocturne. Et puis, donc, ceci est très, très important donc, à préciser. Donc, l'insuline que nous devons utiliser ne doit pas entraîner d'hypoglycémie, car les études ont bien montré qu'il y avait une relation entre hypoglycémie, variabilité glycémique et troubles du rythme cardiaque. Cette étude donc, de patients donc, diabétiques qui ont été mis sous insuline, un nombre très conséquent, à qui donc, on a implanté donc, un système de monitoring cardiaque suivi sur une année, avaient, pour une grande partie d'entre eux, surtout ceux qui avaient fait une variabilité glycémique, avaient fait des troubles du rythme et des troubles qui pouvaient être mortels, puisqu'il y avait donc des pauses, il y avait donc des blocs auriculo-ventriculaires de 2e et 3e degré, et il y avait des troubles ventriculaires. Donc tout ça pour dire qu'il est important de choisir donc l'insuline qui permet d'entraîner le moins d'hypoglycémie. Alors le choix de l'insuline prandiale, nouveau rapide, pourquoi? Donc, comment répondre donc, à cette question? Nous avons choisi de prendre donc, 3 études donc, principales. L'étude Princeps, d'ailleurs, M. Boudiba, je crois qu'il était investigateur principal dans cette étude-là pour la partie algérienne. Donc, il pourra peut-être nous faire un tout petit commentaire. Donc, résultat de l'étude I1-SHIV, donc données de vie réelle, c'était une étude donc, observationnelle. Dans un schéma basal-bolus en fonction donc, de l'âge, donc c'était pour montrer non seulement l'efficacité, mais surtout la sécurité en fonction de l'âge, notamment chez les sujets fragiles, âgés de plus de 65 ans. Donc c'est une sous-analyse donc, publiée par Latif et collaborateurs en 2013 de l'étude I1-SHIV qui voulait voir, donc, comme je disais, l'efficacité des analogues de l'insuline, donc analogues lents et rapides, c'est-à-dire détémir et nouveau rapide, qui visait donc à voir donc, la sécurité et l'efficacité dans 3 groupes d'âge. Donc les critères d'évaluation pour cette sous-analyse étaient la sécurité, notamment en termes d'hypoglycémie, l'importance des hypoglycémies, donc totale, donc nocturne et sévère, et puis l'efficacité sur l'hémoglobine glyquée et la glycémie à jeun. Les patients donc, étaient partagés en 3 groupes, les sujets qui étaient âgés de moins de 40 ans, ceux qui avaient un âge compris entre 40 et 65 ans, et les plus âgés donc, qui avaient un âge supérieur à 65 ans.
Alors, les résultats, donc, en termes de sécurité, de risque hypoglycémique, eh bien, dans cette étude, ils ont bien démontré qu'il y avait une réduction importante des hypoglycémies lorsqu'ils étaient, donc l'étude a duré 24 semaines, une réduction dans les 3 groupes, notamment chez les sujets âgés de plus de 65 ans, puisqu'il y avait donc une réduction de la fréquence, je ne sais pas s'il y a le pointeur, donc de la fréquence des hypoglycémies donc de 27% à 12,7%, vous voyez donc pour la cohorte globale. Pour ceux qui étaient donc compris entre 40 et 65 ans, ça passait de 18,6 à 11%. Et puis pareil pour les sujets âgés de plus de 65 ans, 18 versus 11%. Et ce qui était intéressant, c'est que dans cette étude, chez qui donc l'insuline donc Novorapid donc était introduite pour la première fois, ou était déjà sous insuline et passé donc à l'insuline Aspart, donc Novorapid, il n'y avait pas, il y avait une diminution. Donc c'était les non-insulino-naïfs, qui étaient donc déjà sous insuline et qui passaient donc à l'Aspart. Donc il y avait une réduction des hypoglycémies de 40 à 14%. Pareil pour les insulino-naïfs. Donc il y avait donc des hypoglycémies, mais elles n'étaient pas donc très importantes. Alors, les hypoglycémies nocturnes, là aussi, donc d'abord les hypoglycémies majeures, là c'est un résultat spectaculaire, puisqu'il n'y avait plus d'hypoglycémie, notamment pour ceux qui étaient déjà sous insuline et ceux à qui on introduisait donc l'insuline rapide pour la première fois. Dans les 3 groupes, plus d'hypoglycémie, vous voyez le 0, donc par rapport donc, au début de l'étude. Les hypoglycémies nocturnes aussi donc, montraient d'aussi bons résultats, une réduction drastique donc, des épisodes d'hypoglycémie dans les 3 groupes, notamment chez les sujets fragilisés, donc âgés de plus de 65 ans. Alors, l'impact sur l'hémoglobine glyquée était aussi donc, significatif. Une réduction, donc inefficacité des insulines, de cette insuline donc, rapide prandiale, avec une réduction donc, statistiquement significative de l'hémoglobine donc, à la fin de l'étude, et cela dans les 3 groupes. Les résultats sur la glycémie postprandiale étaient aussi donc importantes, réduction donc très importante, quel que soit le groupe d'âge et quel que soit donc le profil des patients, ceux qui étaient déjà sous insuline et qui passaient donc à la Novorapid ou ceux chez qui on introduisait pour la première fois cette insuline prandiale. Alors, le bénéfice sur le plan cardiovasculaire, puisqu'on parlait donc de la relation avec l'impact sur la maladie cardiovasculaire, donc j'ai choisi de vous montrer cette étude, une étude japonaise, la population japonaise qui est connue donc pour avoir donc un retentissement cardiovasculaire donc important. Donc, cet auteur, donc cette équipe japonaise a voulu donc voir si la Novorapid permettait une meilleure qualité de vie et permettait de réduire donc, les événements cardiovasculaires. Et ben, après 5 ans de suivi, lorsqu'il passait donc, de l'insuline donc, humaine à l'insuline Aspart, réduction des événements cardiovasculaires de 40%, 43%, donc réduction, amélioration de la qualité de vie, donc appréciée sur le nombre d'années ajoutées sur la qualité, et puis surtout diminution des événements hypoglycémiques qui permettaient de montrer qu'il y avait donc une diminution des coûts, parce que cette étude donc voulait voir aussi l'impact sur le coût, les dépenses donc liées aux complications donc, cardiovasculaires et aux hypoglycémies, donc un résultat très probant pour cette insuline rapide. Troisième étude, donc l'étude de Von Bonn, donc effectuée car il y avait une étude précédente qui avait dit que l'insuline Aspart, lorsqu'elle était donnée chez les patients diabétiques de type 1, elle était donnée avec donc, la pompe à insuline en infusion donc, sous-cutanée donc, continue, entraînait plus que les autres analogues rapides, plus donc d'obstruction au niveau du cathéter et donc hyperglycémie inappropriée, donc hyperglycémie surajoutée du fait donc de cet impact. Donc cette étude précédente a donné ces résultats. Donc il fallait, le laboratoire donc voulait donc confirmer ou infirmer donc ces résultats, et justement cette étude a été effectuée dans cette optique-là.
L'objectif primaire était de voir s'il y avait des hyperglycémies inexpliquées, avec une augmentation donc, du risque d'occlusion du KT, secondairement donc, la perception donc, de cette insuline par rapport à son impact sur le plan de l'hémoglobine glyquée et des points glycémiques au cours de la journée. Il s'agissait donc d'une étude randomisée, donc ouverte, donc contrôlée, donc qui prenait donc en considération donc les 3 insulines. Donc ils étaient partagés donc en 3 groupes. Chaque groupe de patients donc c'était en crossover pour les insulines donc aspart, pour la glulizine et pour la lispro. Chaque période donc durait 13 semaines, donc 13 semaines donc où les patients donc prenaient une insuline puis donc passaient à l'autre insuline pour pouvoir donc mener donc cette comparaison. Alors les résultats, donc les caractéristiques des patients, donc ils étaient homogènes bien entendu pour les 3 groupes, sinon l'étude aurait été biaisée, et les résultats ne montraient pas plus donc de risque d'occlusion ou d'hyperglycémie inexpliquée, autrement dit. Donc l'aspart n'entraînait pas, n'était pas inférieur aux autres insulines, mais au contraire, le taux mensuel donc d'hyperglycémie inexpliquée et ou d'occlusion donc mensuelle était significativement diminué grâce à cette insuline donc rapide. En termes d'hypoglycémie symptomatique, là aussi, donc il y avait une diminution significative comparée à la glulizine sur le plan des hypoglycémies symptomatiques, des hypoglycémies nocturnes, mais il n'y avait pas donc de différence significative pour les hypoglycémies sévères. L'efficacité sur le profil des 7 points glycémiques des insulines, donc glulizine et aspart, même résultat, sans différence significative, même efficacité aussi sur l'hémoglobine glyquée. Alors, le risque aussi par rapport aux complications métaboliques aiguës, donc le risque de cétose, d'acidocétose, donc on avait observé dans cette étude qu'il y avait une diminution significative de ces risques de complications métaboliques aiguës avec donc l'aspart. Ainsi, donc l'insuline aspart pouvait être prescrite à tous les âges, notamment les sujets âgés, mais pas seulement, chez l'enfant, chez la femme enceinte et chez les tout-petits au-delà de 1 an. Donc, que peut-on retenir donc, de ces études? Alors, d'abord, la glycémie postprandiale est une composante donc, importante à prendre en charge pour un contrôle glycémique optimal. C'est une insuline qui allie efficacité et sécurité, meilleur équilibre sans avoir plus d'hypoglycémie, moindre variabilité, alors des résultats glycémiques, flexibilité, qualité de vie, puisqu'il n'y a pas de variabilité, pas d'hypoglycémie, pas de complications métaboliques aiguës pour les patients diabétiques de type 1. Elle peut être administrée à tous les profils de patients, y compris les patients fragilisés par des pathologies ou par l'âge. Et le recul de son utilisation donc, en Algérie est de 15 années et s'est effectué avec tout le succès possible. Et je vous remercie.